Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de présentation de deck. J'ai failli me tromper. Alors, il y a quelques temps, comme je le disais dans mes vidéos précédentes, j'ai planifié plein de vidéos et c'est seulement des semaines plus tard que je peux les enregistrer. Il y a quelques temps, je me suis rendu compte que, après une recherche rapide en tout cas, j'ai l'impression que la dernière fois que j'ai fait une vidéo pour présenter un deck pour Mark Carrigan, c'était il y a très longtemps, en 2019. Or, j'adore Mark Carrigan, je le joue beaucoup, et je me disais c'est quand même un manque sur ma chaîne, donc je vais faire une autre vidéo de présentation de deck pour Mark Carrigan. Alors, pour rappel, voilà, Mark Carrigan, un gardien. Il était dans la boîte de Carcosa, il a 3 de volonté, 2 d'intelligence, 5 de force, 3 d'agilité. On peut noter au passage que c'est un total de 13, quand la grande majorité des investigateurs ont un total de 12. 9 points de vie, 5 points de santé mentale. Très vétéran, vous débutez la partie avec Sophie, souvenir affectueux en jeu. Réaction, après qu'au moins un dégât ait été placé sur une carte que vous contrôlez, piochez une carte, limite d'une fois par phase. Signe des anciens, plus 1 pour chaque dégât sur Mark Carrigan. Taille de deck de 30, il a accès à toutes les cartes gardiens, il a accès à toutes les cartes neutres et aux cartes tactiques de niveau 0. Et il a comme carte signature effort de guerre et Sophie, il a comme faiblesse perso traumatisme de guerre et il prend une faiblesse de base au hasard. Bon, et ah oui, pour rappel, ça, son permanent. Ah non, pardon, c'est pas un permanent, mais son soutien signature avec lequel il commence en jeu, Sophie, face souvenir affectueux, action rapide, subissez un dégât direct, vous gagnez plus 2 à votre valeur de compétence pour ce test de compétence, forcé, si Mark Carrigan a au moins 5 dégâts sur lui, retournez Sophie. Et de l'autre côté, vous perdez 1 à chacune de vos compétences, si Mark Carrigan a 4 dégâts au moins sur lui, retournez Sophie. Donc, Mark Carrigan, qui a de bonnes stats, sauf en intelligence, il a la possibilité sur un test de se donner un plus 2 en s'infligeant un dégât, à condition qu'il ait moins de 5 dégâts sur lui. Au passage, il n'y a pas de limitation. Donc potentiellement, si vous faites un test super important et qu'il n'y a aucun dégât sur Mark Carrigan, vous lui mettez 4 dégâts dessus et vous lui donnez un plus 8. Bon, faut y réfléchir à 2 fois. Par contre, le truc trompeur, c'est que voilà, c'est 9 points de vie, 5 points de santé mentale. Si vous êtes à 4 points de vie restants ou moins, votre ligne de stats, c'est plus ça. Ça devient 2, 1, 4, 2. Donc, il faut le maintenir. Il faut le maintenir en assez bonne santé. Mais un truc qui est très intéressant avec Mark Carrigan, c'est son accès aux cartes tactiques de niveau 0. Et notamment parce que je trouve, moi personnellement, qu'il y a des cartes tactiques de niveau 0 qui sont bonnes pour les indices et qui compensent son assez faible intelligence. Donc voilà, les cartes tactiques auxquelles il a accès, qui mentionnent les indices. Je vais rajouter indice ou enquête, tiens. Bon, ça change rien, c'est bien ce qui me semblait. Voilà, alors ça c'est du combat en fonction des indices, mais ça permet d'avoir des indices, ça permet d'avoir des indices, ça non, mais ça aussi ça permet d'avoir des indices, voilà. Et évidemment c'est en plus de toutes les cartes, toutes les cartes gardiens. Comme d'habitude, on va commencer par le deck en fin de campagne. Alors, c'est un deck solo. Je crois que je l'ai déjà mentionné, mais moi je joue généralement en solo, donc je joue seul mais avec 2 investigateurs, parfois en sol trio, je joue seul mais avec 3 investigateurs, mais quand je filme une partie, je fais du solo parce que ça me permet d'avoir moins de choses à gérer, ça permet que les parties soient pas trop longues, ça me permet de pas trop encombrer ma table, bref, je pense que c'est plus pratique pour vous et pour moi. Mais au printemps prochain, j'essaierai de faire des parties sur comment ça s'appelle déjà, OCTGN en solo. Enfin,
OCTGN ou Tabletop Simulator, je verrai. Bref, donc l'un deck Mark Harrigan solo pour profiter de son accès à ces bonnes cartes de gain d'indice. Alors bon, j'ai pas prévu de plan en disant voilà comment il trouve ses indices, voilà non. Je vais aller dans l'ordre des cartes. Le fusil de chasse, une carte de la boîte de base que je crois n'avoir jamais joué, en un seul exemplaire. Il n'y a que 2 munitions dessus, mais il y a l'aventurier pour recharger. Pardon, mon rhume met du temps à finir. Donc le fusil de chasse, rechargé avec l'aventurier et qui bénéficie du kit d'entretien de niveau 3. Dépenser une munition, il en a 2 de base. Combattre, vous gagnez plus 3 en force pour cette attaque. Au lieu des dégâts normaux, cette attaque inflige 1 dégât pour chaque point de réussite. D'un minimum de 1 jusqu'à un maximum de 5. En cas d'échec, blablabla, on s'en fout vu qu'on joue en solo. Donc pourquoi le fusil de chasse? Pour tester des choses nouvelles et avec l'idée, potentiellement, en une attaque, on peut faire 5 dégâts. Donc l'idée, j'aurais peut-être dû commencer par là, l'idée du deck ça va être quand même un petit peu, parce qu'on a un gardien qui a que 2 en intelligence, ça va être de prendre les indices en partie grâce aux ennemis. Soit prendre un indice parce qu'on a tué un ennemi, soit faire venir un ennemi parce qu'on a faire venir un ennemi pour trouver un indice. Donc ces ennemis il faut s'en débarrasser. Potentiellement ce sont des ennemis qui ont plus de 2 points de vie, donc le fusil de chasse est là avec l'idée, si tout se passe bien, je fais un tir par tour, mais chaque tir tue une cible. Voilà. Kit d'entretien de niveau 3, il a 4 provisions, il peut être rechargé avec l'aventurier. Les provisions sur le kit d'entretien peuvent être dépensées comme si elles étaient des provisions ou des munitions sur des soutiens que vous contrôlez. Réaction, quand une provision sur le kit d'entretien est dépensée, inclinez-le. L'investigateur qui effectue ce test gagne plus 2 à sa valeur de compétence pour ce test. Et je vais tout de suite noter qu'il y a une faute sur le texte de la carte. Donc, le kit d'entretien, quand on peut, on le met en jeu. Si on n'a pas encore le fusil de chasse mais qu'on a l'aventurier, avec l'aventurier, on recharge le kit d'entretien. Et une fois par round, on tire avec le fusil... une fois par round où on a besoin de tirer avec le fusil de chasse, on prend une provision du kit d'entretien, on l'incline, plus 2. Donc Mark Harrigan force 5, le fusil de chasse donne un plus 3, ça fait 8. Si tout se passe bien, alors il n'y a qu'un charisme, donc vous pouvez avoir que 2 alliés sur les 3 différents, donc il a un autre plus 1, donc 5 plus 3 ça fait 8, kit d'entretien ça fait 10, l'allié ça fait 11, je regarde, voilà, ça fait 11, potentiellement vous avez vos compétences, donc vous attaquez un ennemi avec une valeur de compétence de 11, mettons que vous jouez en standard et que l'ennemi il est 4-4-4, vous attaquez à 11 contre 4. Alors, si vous n'avez pas l'échec automatique, le pire c'est le moins 4, 11 moins 4 ça fait 7, 7 contre 4 ça fait une réussite de 3, vous lui infligez 3 dégâts, il lui reste un point de vie, dommage, flic en patrouille de niveau 2 vous l'achevez, voilà, par exemple, bon. Voilà, miroir sacré, c'est pour se soigner. Voilà, grand classique que je mentionne souvent dans mes vidéos. Mark Harrigan, il va se blesser pour se booster. Là, l'exemple que je viens de vous donner, il pouvait se blesser pour se donner encore un petit plus 2. Alors attendez, je crois que j'ai oublié de dire un truc. Je sais plus. Ouais, j'ai dû mentionner, c'est la réaction après qu'au moins un dégât était placé sur une carte que vous contrôlez, piochez une carte, limite d'une fois par phase. Donc, en plus, quand Mark Harrigan se blesse, quand une de ses cartes est blessée, notamment quand il se blesse avec la capacité de Sophie, il pioche et donc son deck tourne très vite. Mais en tout cas, ce que je disais, le miroir sacré, vous allez blesser Mark Harrigan, éventuellement vous allez blesser le flic en patrouille et Grete Wagner, une fois de temps en temps, vous jouez une mélodie apaisante pour soigner Mark Harrigan, pour soigner vos alliés. Aventurier, donc qui recharge le fusil de chasse et le kit d'entretien. À noter aussi 2 copies de demande d'un service, ça pareil c'est un grand classique pour moi dans un deck Mark Harrigan. Donc schématiquement voilà, le fusil de chasse à 2 munitions,
le kit d'entretien à 4 provisions. L'aventurier, l'idée c'est le jouer, puis le remonter dans la main pour mettre en jeu le flic en patrouille ou Grete Wagner. Et ça on peut le faire à 2 reprises, donc le nombre total de munitions pour une partie, le nombre total dans un tour de deck, c'est 2, plus 4, plus 2 x 3, plus encore 2 x 3. Donc 6 et 6, 12, 16, 18. Vous pouvez faire 18 tirs, normalement, à la louche, hein. Donc bon, je trouve que c'est déjà pas mal. Flic en patrouille de niveau 2, bon belle classique, hein. Un ennemi qui a un point de vie, vous gaspillez pas de munitions. Un ennemi que vous pensiez achever en un tir de fusil de chasse, mais à qui il reste un point de vie, vous l'achevez avec le flic en patrouille. Grete Wagner de niveau 3, elle vous booste en force, elle vous booste en intelligence, et après que vous avez vaincu un ennemi, inclinez Grete Wagner et infligez-lui un dégât, ce qui vous fait piocher, découvre un indice dans votre lieu ou dans un lieu connexe. Alors Grete Wagner, quand je joue en duo, je la prends au niveau 0, parce que je me dis, elle est dans le deck du combattant, c'est pas lui qui doit trouver la majorité des indices, on laisse l'enquêteur s'occuper des indices, et donc c'est le petit bonus une fois de temps en temps, je prends un indice dans mon lieu en achevant un ennemi. Mais je trouve qu'en solo, elle est très intéressante au niveau 3, parce que en solo, on s'attarde moins. On sait qu'à un moment donné, dans le scénario, il y aura un truc qu'on ne pourra pas gérer, enfin, il risque d'y avoir un truc qu'on ne pourra pas gérer, et donc il faut avoir fini le scénario avant ça. Oui, donc, on va se déplacer, on va pas s'attarder dans les lieux, et il est possible que des fois on se dise, je suis dans un lieu qui a une valeur occulte élevée, 4 ou plus, et je suis pas actuellement dans les conditions pour avoir un indice sans faire le test. Donc tant pis, je sors du lieu, je vais dans un lieu connexe, mais je sais que j'ai Grete Wagner de niveau 3 sous la main. Donc si dans le lieu connexe, je tue un ennemi, donc je quitte mon lieu qui mettons à 4 de valeur occulte, j'entre dans un lieu qui a 1 de valeur occulte, si je combats un ennemi dans ce lieu qui a 1 de valeur occulte, que je le tue, avec Grete Wagner, je récupère l'indice que j'ai laissé derrière moi, dans un lieu à 4 de valeur occulte. Voilà. Donc je trouve qu'elle est vraiment très intéressante en solo. Et généralement le plus en intelligence, pour moi c'est le moins intéressant de la carte. Voilà. Acharnement. Acharnement, c'est une carte qui est pour moi vraiment très bonne pour Mark Harrigan. Quelle est l'idée? Alors cette carte-là d'ailleurs, pour moi, n'est intéressante que chez Mark Harrigan. Voilà. Donc, c'est un soutien qui coûte 0, réaction quand vous infligez des dégâts excédentaires à un ennemi, incliné acharnement, placez ces dégâts excédentaires sur acharnement. Au passage, chaque fois que vous placez un dégât sur acharnement, enfin, une fois par phase, je reprends. Chaque fois que vous placez un dégât sur acharnement, si c'est la première fois de la phase que vous placez un dégât sur une carte que vous contrôlez, ça vous fait piocher. Pourquoi est-ce que vous infligeriez des dégâts excédentaires à des ennemis? Eh ben, parce que vous avez le fusil de chasse. Si vous affrontez un ennemi qui a qu'un point de vie, vous gaspillez pas de munitions. Si vous affrontez un ennemi qui a 2 points de vie, faut voir en fonction de ce que vous avez en main. Du stade de la partie, est-ce que votre flic en patrouille est bien blessé, tout ça. Mais, potentiellement à partir de 2 points de vie, et forcément à partir de 3 points de vie, vous tirez sur les ennemis au fusil de chasse. Et le fusil de chasse, il peut faire jusqu'à 5 dégâts. Donc si vous piochez des pions qui sont pas trop mauvais, vous pouvez assez régulièrement vous attendre à faire des dégâts en excès. Ces dégâts en excès vous fournissent de la pioche, et en plus, action rapide, défausser acharnement, gagner un nombre de ressources égal au nombre de dégâts sur acharnement. Donc potentiellement à un moment donné vous manquez de ressources, depuis le début de la partie vous avez fait 5 dégâts en excès, et ben en action rapide vous gagnez 5 ressources. Donc sa carte signature. Charisme, il n'y en a qu'un seul parce que en solo, je pense pas que c'est raisonnable d'espérer avoir plus de 38 XP. Voilà. Donc un seul charisme, ça serait mieux d'en avoir 2 pour avoir un exemplaire de chacun des 3 alliés en jeu. Chasseur de reliques, bien parce qu'on veut le kit d'entretien et le miroir sacré à la fois. D'ailleurs, pour rappel, le miroir sacré de niveau 0, s'il quitte le jeu,
on perd les 3 exemplaires de Mélodie apaisante. Alors que la version de niveau 3, que je n'ai pas mis dans le deck parce que je pense que c'est pas raisonnable, voilà, la version de niveau 3, si elle quitte le jeu, les copies de Mélodie apaisante restent dans votre deck. Dans le vif du sujet, c'est pour c'est pour atteindre les 38 XP. Ça veut dire que sur l'ensemble de la campagne, vous avez 35 XP à gagner. Alors, j'ai pas mentionné de campagne pour laquelle je prévois ce deck. Pour moi, 38 XP, c'est clairement beaucoup trop pour Dunwich en solo. Dunwich, j'arrive jamais à faire l'XP max, mais je pense pas qu'il faille envisager pour Dunwich de gagner plus de 20-22 XP sur la campagne. Carcosa, ça fait longtemps que j'y ai plus joué, c'est limite. La civilisation oubliée, avec ce deck là, vous êtes obligé de la jouer bourrine. Bon, le cercle brisé, on peut avoir 40 XP, je dirais. Alors attendez, bon, je vais pas faire toutes les campagnes, mais donc à voir. Peut-être un deck pour Carcosa, peut-être un deck pour la civilisation oubliée, si vous êtes prêt à avoir tout plein de vengeance de Ligue, ou alors peut-être pour une campagne plus récente que je n'ai pas encore joué. Bref, voilà. S'en tenir au plan, le grand classique, début de partie, vous allez chercher 3 événements tactiques et ou ravitaillements différents dans votre deck, vous les mettez face cachée attachée à cette carte-là, et vous pouvez les jouer comme si ces cartes étaient dans votre main, et il faut incliner sans tenir au plan comme coup additionnel. Moi en général dans mes decks, j'attache toujours une copie de Explosion de Dynamite, une copie de Se Préparer au Pire, et une copie de Toujours sur ses gardes. Explosion de Dynamite pour je sais pas comment dire, les dégâts de zone, en cas de besoin, dans son lieu ou dans le lieu connexe. Alors, en solo, c'est moins fréquent qu'un ennemi dans le lieu connexe, sauf si c'est un ennemi qui est généré dans un autre lieu que le sien par un effet du scénario. Se préparer au pire, si votre fusil de chasse met du temps à arriver, vous allez le chercher, et toujours sur ses gardes, et vous avez un tiers de votre deck qui est constitué de soutien. Voilà, si dans votre main de départ vous avez le fusil de chasse, un truc assez tentant, le fusil de chasse et d'autres soutiens, un truc assez tentant, c'est de dire première action je prends une ressource, deuxième action je prends une ressource, j'ai maintenant cette ressource, je joue toujours sur ces gardes et en une seule action, je peux mettre en jeu jusqu'à 3 soutiens dont le coût cumulé, le coût imprimé cumulé est de 10. Par exemple, alors kit d'entretien ça c'est 3, ça c'est 2, par exemple ça fait fusil de chasse, plus kit d'entretien, plus miroir sacré. Donc, premier tour, vous avez votre solution de combat, de quoi booster votre combat et de quoi vous soigner. Voilà. Alors, versatile, carte à manier avec précaution. Je regarde rapidement. Carte à manier avec précaution parce que elle vous donne accès à une carte de niveau 0 auquel normalement vous n'auriez pas accès. Là, que je regarde rapidement, je me suis même pas servi de ça. Là, je mets cette carte-là pour avoir 5 cartes de plus dans mon deck. Parce que je n'arrivais pas à faire le deck que je voulais avec seulement 30 cartes. Mais on verra dans l'ordre d'amélioration du deck comment j'ai fait pour compenser ça. Et pour rappel, Mark Harrigan, chaque fois qu'il met un dégât sur une carte qu'il contrôle, il pioche une carte. Normalement, ça compense très largement le fait qu'on a augmenté la taille de son deck de 5. Par exemple, phase du mythe, on vous demande de faire un test de volonté de difficulté 3. Vous pouvez vous dire, notamment si vous jouez en standard, vous dites allez, je tente le coup, voilà. Je vais donner un exemple concret. Vous piochez un reste pourrissant, donc test de volonté difficulté 3, vous avez une valeur de compétence de base de 3, vous infligez un dégât direct, ça vous fait piocher, vous testez à 5 contre 3, en standard on s'attend à piocher un -2, -3, donc à avoir une horreur au pire, qu'on mettra sur un des alliés, et si vous piochez un -4, vous avez raté de 2,
Attendez que je dise pas de bêtises. Je m'embrouille. Vous êtes à 5, si vous piochez un -3, 5 -3 ça fait 2, ouais, vous avez raté de 1. Et 5 -4, vous avez fait 1 au lieu de 3, ouais, c'est ça, vous avez raté de 2. Ouais. Vous avez raté de 2, et ben, une horreur sur vous, une horreur sur un allié. Si vous piochez l'échec automatique, bon bah, vous avez gaspillé votre capacité, mais non. J'ai perdu le fil. Oui, voilà, donc, phase du mythe, vous infligez un dégât, vous piochez. Phase des ennemis, soit vous faites des dégâts en excès, il y a un dégât sur acharnement, vous piochez, soit vous achevez un ennemi avec flic en patrouille, vous piochez. Phase des ennemis, si vous avez laissé un petit ennemi en vie, du style une nuée de rats, elle vous inflige un dégât, vous piochez. Donc 5 cartes en plus dans votre deck, je trouve que c'est pas un problème. Demandez un service, pour cycler les alliés. L'aventurier, il a 3 provisions. Si vous le remontez dans votre main et que vous le rejouez, il revient avec 3 provisions. Le flic en patrouille revient soigné pour pouvoir infliger des dégâts directs aux ennemis en action rapide. Et Grete Wagner qui a 4 points de vie. Voilà. Grete Wagner sur une partie, elle peut vous donner 4 indices. Voilà, 4 indices. Et si vous la remontez dans votre main et que vous la rejouez, c'est 4 autres indices. C'est beaucoup en solo. En chasse de niveau 3, j'adore cette carte. Donc, c'est gratuit, rapide à jouer quand vous devriez piocher une carte rencontre lors de la phase du mythe. À la place, cherche un ennemi dans le deck rencontre, générez-le engage avec vous, au lieu de son lieu de génération normale, attachez-lui en chasse et mélangez le deck rencontre. Réaction, quand vous vainquez l'ennemi attaché, gagnez 3 ressources. Cette carte-là, elle fait plein de choses à la fois. Déjà, quand vous devriez piocher à la place, cette carte-là, vous en avez donc 2 exemplaires, vous pouvez en jouer 2 copies par tour de deck, et Mark Harrigan, généralement, il fait plus d'un tour de deck par partie. Donc, mettons que vous allez la jouer 3 fois par partie en fin de campagne. 3 fois dans la partie, vous dites « Je prends pas le risque de piocher un reste pourrissant, une carte qui m'empêche de sortir de mon lieu, un antique fléau ou autre. Non, je me prends un ennemi parce que c'est ce que je fais le mieux. » Ça, c'est le premier intérêt. Ensuite, cherche un ennemi dans le deck de rencontre. Au niveau 3, il n'y a pas de limite. Vous regardez dans tout le deck rencontre. Alors déjà, intérêt auquel on pense pas forcément, mais déjà vous regardez le deck de rencontre, et mine de rien, si vous ne connaissez pas le scénario, ou si vous avez oublié les détails, ou vous avez l'opportunité, sans... Enfin, je sais pas comment dire, c'est... La carte vous le dit, vous cherchez dans le deck de rencontre, donc vous pouvez lire le texte de chaque carte, regarder combien il y a d'antiques fléaux dans le deck de rencontre. Ça, c'est intéressant, par exemple, dans la civilisation oubliée, il y a des cartes, si vous jouez en version renouveau, il y a des cartes que vous ne connaissez pas qui ont été mises dans le deck exploration. Là, en regardant le deck de rencontre, vous voyez ce qui n'y est pas. Enfin, vous déduisez de ce que vous voyez ce qui n'y est pas, et vous pouvez vous dire, par exemple, il n'y a pas d'antique fléau dans la défausse du deck de rencontre. Alors, les défausses, on peut les consulter à n'importe quel moment. Vous dites, il n'y a pas d'antique fléau dans la défausse du deck de rencontre. Je ne vois qu'un antique fléau dans la pioche du deck de rencontre. Ça veut dire que les 2 antiques fléaux restants sont dans le deck d'exploration. Ça veut dire que peut-être qu'avant d'explorer, je vais consulter le contenu. Enfin, je vais utiliser un effet soit pour défausser les traîtrises du deck d'exploration, soit un système pour tutorer et mettre les cartes les plus intéressantes au-dessus. Voilà. Donc vous avez des informations sur ce qui va vous tomber plus tard dans la partie. Et puis vous choisissez l'ennemi que vous voulez. Il y a un ennemi dans le scénario que vous ne voulez pas piocher, vous ne le piochez pas. Il y a un ennemi qui représente un atout intéressant. Dans Dunwich par exemple, on a je crois que ça s'appelle le serviteur de nombreuses bouches. Quand il est vaincu, vous prenez un indice en jeu, dans n'importe quel lieu, et vous le gagnez. C'est intéressant. Voilà. Dans Carcosa, il y a un ennemi, alors je me souviens jamais comment ça marche, mais grosso modo, c'est quand il est généré dans un lieu,
on pose un indice du lieu dans lequel il est généré sur lui, et quand on le vainc, on récupère tous les indices qui sont sur lui. Ben voilà, pareil, cet ennemi-là fait qu'un indice dans le scénario n'est plus à trouver dans le lieu, mais est gagné quand on vainc l'ennemi. Et enfin, cet ennemi, on le génère engagé avec soi. C'est-à-dire que si les créateurs du scénario se sont dit une des difficultés du scénario, ça sera cet ennemi qui est généré très loin, qu'il faut aller chercher potentiellement, qui s'éloigne des investigateurs, enfin bref, on a mis cette difficulté dans le scénario, et ben en chasse, non. Vous prenez dans le deck de rencontre l'ennemi qui dit générez cet ennemi dans le lieu le plus éloigné de tous les investigateurs, et ben voilà, vous sélectionnez cet ennemi, il est généré avec vous, vous n'avez pas à aller le chercher, vous économisez du temps sur la partie. Voilà. Et au final, quand cet ennemi sera vaincu, vous gagnerez 3 ressources. Alors ça, quand on regarde le coût des cartes, bon, la majorité des cartes ne sont pas très chères. Il y a des cartes qui coûtent 4 ou 5. Pardon, le fusil de chasse, mais on ne le joue qu'une fois. Les alliés. Et explosion de dynamite. Voilà. Donc en fait, je pense que ce deck-là n'a pas besoin de beaucoup de ressources, donc ça sera bonus. La carte suivante, enfoncer la porte en un seul exemplaire. Donc un événement qui coûte 2. Effectuer un test de force de difficulté 1. En cas de réussite, attachez, enfoncez la porte à votre lieu avec une ressource dessus pour chaque point de réussite en tant que piste. Diminuez de 1 la valeur occulte du lieu attaché pour chaque piste sur enfoncer la porte. Ça, c'est la carte, on va dire, de finish. Je mentionne dans mes vidéos le fait que dans certains scénarios, à la fin du scénario, il y a un lieu avec 3 indices par investigateur. Et les conditions de fin de partie, c'est vider ce lieu de ces indices. On peut penser au premier scénario du cercle brisé. Alors c'est un petit peu différent, mais le scénario avec Silas Bishop, c'est pareil, il y a un lieu avec tout plein d'indices. Voilà, il y en a d'autres. Et cette carte-là, l'idée c'est on la joue. On a 5 de force de base, on a probablement un allié qui fait passer à 6. On va se booster de sorte à ce que si on pioche le pire jeton hors échec automatique, on réussit quand même très largement, voire idéalement, on réussit d'une valeur qui correspond à la valeur occulte du lieu. J'espère que je vous ai pas perdu. Alors, si on pioche l'échec automatique, et ben là, on est énervé. Mais, voilà, mettons, on joue... Allez, mettons, on est dans un lieu qui a une valeur occulte de 3. Le pire pion dans le sac du chaos, enfin le pire modificateur, c'est -6. Donc, valeur occulte 3, pire pion -6, 3 plus 6, ça fait 9. On veut tester... on veut être à +9. Donc on veut tester avec une valeur de force de 10. 5 de base de Mark Harrigan, 6 pour le bonus de son allié. On le blesse, on passe à 8. On attribue par exemple maîtrise, on teste à 10. Donc on a 10, on pioche un pion. Alors j'espère que je me suis pas embrouillé. Donc on est à 10, on pioche le pion, c'est le -6. 10 -6, on a une valeur modifiée de 4. 4 par rapport à 1, on a réussi de 3. On attache enfoncer la porte au lieu et on met 3 pions, 3 ressources dessus en tant que piste. Et on diminue donc la valeur occulte du lieu de 3. Initialement, le lieu avait une valeur occulte de 3, maintenant il a une valeur occulte de 0. Et ben, tout ce que vous avez à faire, c'est faire des enquêtes et piocher n'importe quel pion autre que l'échec automatique, et chaque enquête réussie, donc chaque enquête pour laquelle vous aurez pioché autre chose que l'échec automatique, vous trouvez un indice. Si on reprend le scénario avec Silas Bishop dans Dunwich, il y a tout plein d'indices dans son lieu. Vous allez entrer dans son lieu, donc ça vous prend une action d'entrée dans le lieu. Deuxième action, vous jouez enfoncer la porte,
vous essayez de baisser la valeur occulte du lieu, donc à 0. Alors il faudra encaisser les attaques de Silas Bishop, mais maintenant, Mark Carrigan, qui n'est pas bon en enquête, qu'est-ce qu'il fait? Eh ben, il enquête, pas échec automatique, un indice. Il enquête, c'est pas un échec automatique, un indice. Et il fait ça tant qu'il n'est pas vaincu par les attaques de Silas Bishop. Et voilà, alors il peut choisir de tuer Silas Bishop, vu que c'est un combattant, mais il peut complètement s'affranchir une fois par tour de deck, vu qu'il n'y a qu'un exemplaire de cette carte. Non, attends, je dis une bêtise. Voilà. En cas de réussite, même si vous réussissez de 0, c'est attaché. Par contre, si vous ratez le test avec un échec automatique, c'est défaussé et vous pourrez le repiocher plus tard. Mais cette carte-là est là pour que, dans le dernier lieu du scénario, vous ayez l'opportunité de passer la valeur occulte du lieu à 0. Voilà, tout simplement. Explosion dynamite, le classique, faire avec les moyens du bord. Une des cartes qui font que Mark Carrigan n'est pas simplement un bourrin. Un événement qui coûte 1, ça peut entrer dans son deck parce que ça a le trait tactique. Vous avez le droit de jouer faire avec les moyens du bord depuis votre pile de défausse. Si vous le faites, mélangez-le dans votre deck après avoir résolu ses effets. Enquêtez, votre lieu perd 1 de valeur occulte pour cette enquête. Si vous avez joué faire avec les moyens du bord depuis votre pile de défausse, découvrez un indice supplémentaire en cas de réussite. Alors, vous pouvez le jouer depuis votre défausse. Mark Carrigan y pioche tellement que, de mon expérience, il y a des moments où à la fin de la phase d'entretien on dit j'ai 9 cartes en main donc j'en défausse une. Ben, quand vous devez défausser, vous défaussez en priorité faire avec les moyens du bord, pour que la carte soit dans votre défausse. Que votre carte vous la jouiez depuis votre main ou votre défausse, elle vous fait enquêter contre la valeur occulte imprimée -1. Donc si vous êtes dans un lieu qui a une valeur occulte de 1, ben la valeur occulte est à 0, encore une fois. Tout pion autre que l'échec automatique vous fait réussir. Et en plus, si elle est dans votre défausse, en cas de réussite, c'est 2 indices d'un coup. Donc, dès que vous avez l'opportunité, vous défaussez faire avec les moyens du bord. Quand c'est joué depuis votre défausse, c'est remélangé dans votre pioche, mais comme vous piochez plein de fois, il y a de bonnes chances que vous le repiochiez. Potentiellement, vous laissez 1 ou 2 exemplaires dans votre défausse en prévision de la fin de la partie. Et fin de la partie, vous jouez depuis votre défausse, vous êtes à 2 d'intelligence de base, potentiellement +1 avec Grete Wagner, vous vous blessez, vous passez donc à 4 en intelligence, vous testez à 4 contre valeur occulte -1, si vous n'êtes pas trop blessé même, vous n'hésitez pas, vous vous reblessez avec Sophie pour passer à 6, et en cas de réussite, 2 indices en une seule action. Et bien évidemment, ça se combine avec enfoncer la porte. Donc ce que je disais tout à l'heure, si le lieu a une valeur occulte de 4, que vous avez réussi à lui attacher enfoncer la porte avec 3 pistes dessus, le lieu a maintenant une valeur occulte de 1. Avec faire avec les moyens du bord, vous passez la valeur occulte à 0. Et si vous jouez les 2 exemplaires, ça vous fait 4 indices. Si vous réussissez les 2 enquêtes, bien sûr. Donc, tour N de la partie, vous entrez dans un lieu. C'est le lieu de fin de scénario. Il y a 3-4 indices dessus. Tour N+1, si vous n'avez pas d'ennemis à combattre ou pas de choses autres à faire. Première action, enfoncez la porte et vous mettez le paquet pour réduire la valeur occulte à 0 ou au pire à 1. Deuxième action, faire avec les moyens du bord, jouer depuis la défausse. Troisième action, pareil. Et en un tour, vous avez de très très grandes chances de prendre 4 indices. Voilà. Gloire. Voilà, ça coûte 1, rapide, à jouer après que vous avez vaincu un ennemi, piochez 2 cartes. Vous faites tourner votre deck. Il y en a 2 exemplaires, donc ces 2 cartes-là font piocher au total 4 cartes, ce qui compense les +5 cartes de versatile. La perfection vient de l'entraînement, vous tutorez une compétence qui a le trait entraîné, vous l'attribuez un test au test que vous êtes en train d'effectuer, et si le test est réussi, vous la remettez dans votre main, et vous pourrez la rejouer. Or dans ce deck, coup vicieux, ça le trait entraîné,
effort de guerre, saleté entraînée, maîtrise également, prendre l'initiative également. Donc dans vos 35 cartes, vous avez 7 compétences, 7 sur 35 ça fait une carte sur 5, et la perfection vient de l'entraînement vous fait tutorer parmi 9 cartes, donc de bonnes chances de réussite. Sachant que ces compétences-là, il y en a 5 qui ont des icônes de force. Pardon, je fais saturer le micro en me mouchant. Donc il y a 5 compétences avec des icônes de force, pour le combat, ou pour forcer les portes, ou pour vous débarrasser de portes verrouillées, ou pour enfoncer la porte. Effort de guerre, c'est un plus 4, donc voilà, ça aide bien pour enfoncer la porte. Et 2 compétences qui ont des icônes libres, qui sont notamment intéressantes pour tous les tests difficiles pendant la phase du mythe. 2 copies de preuve de niveau 1. Rapide à jouer après que vous avez vaincu un ennemi. Découvrez un indice dans votre lieu, 2 indices à la place si vous avez vaincu des ennemis pour un total d'au moins 4 vies imprimées à ce tour. Donc je l'ai dit, il y a 2 copies de En Chasse dans le deck. Mark Harrigan, de temps en temps, il va volontairement faire venir un ennemi. Après avoir vaincu cet ennemi, il peut jouer preuve pour trouver 1 ou 2 indices dans son lieu, et aussi utiliser Grete Wagner pour trouver un indice dans son lieu ou dans un lieu connexe. Donc chaque ennemi vaincu, ça peut être jusqu'à 3 indices, sans faire d'enquête. Scène de crime, bon bah c'est un classique, hein. Vous le jouez avec votre première action, vous découvrez un indice dans le lieu, ou 2 indices à la place s'il y a un ennemi dans le lieu, et vous ne vous prenez pas d'attaque d'opportunité. Encore une fois, il y a En Chasse, donc même, je crois que j'avais mentionné ça, alors peut-être sur le forum, peut-être pas dans une vidéo, mais phase du mythe, vous allez chercher l'ennemi, première action, scène de crime, ça fait 2 indices, vous vainquez l'ennemi avec votre 2e ou votre 3e action, preuve, ça fait 1 indice, Grete Wagner, ça fait un 4e indice, et si cet ennemi avait au moins 4 points de vie, eh ben, un 5e indice, voilà. Et le seul test à faire, c'est... Enfin, le seul test à réussir, c'est un test de fusil de chasse qui permet de vaincre l'ennemi. Et éventuellement même, avec En Chasse, vous allez chercher une nuée de rats, et vous la combattez à main nue. Se préparer au pire, on l'a mentionné, et une carte aussi que j'adore, taper dans la fourmilière. Un événement très tactique, c'est pour ça qu'on peut le mettre dans un deck Mark Harrigan. Cherche un ennemi non élite parmi les 9 cartes du dessus du deck, rencontre, alors là, on peut rater s'il n'y a pas d'ennemi dans les 9 cartes, et générez-le engagé avec vous. Ensuite, découvre un indice dans votre lieu et gagnez X ressources, X étant la valeur de vie de cet ennemi. Mélangez le deck rencontre. Voilà, donc ça c'est encore une carte, ça vous fournit de l'ennemi à combattre, tout en vous fournissant un indice et également des ressources. Donc c'est pour ça que je dis le deck, je pense, a largement assez de ressources pour s'en sortir. Et donc 2 copies d'En Chasse et 2 copies de taper dans la fourmilière, 4 cartes dans le deck pour générer des ennemis et profiter de la présence de ces ennemis pour gagner des indices. Au point que potentiellement, si vous jouez un scénario qui a peu d'ennemis, voire qui n'a pas d'ennemis, vous aurez quelques cartes mortes. Je pense soudainement que dans le scénario du musée de Dunwich, dans le deck rencontre, il y a un seul ennemi, et on veut pas le piocher. Bon, là votre deck il sera un petit peu emmerdé, mais dans un scénario on va dire plus standard, voilà, vous donnez... En fait, il y a un double avantage à ces cartes-là, à En Chasse et taper dans la fourmilière. Vous donnez comme tâche à faire ce qui vous convient le plus, c'est-à-dire le combat plutôt que l'enquête, et vous profitez de ce combat pour avoir vos indices, et en plus de ça, vous générez le problème à votre contact, et au moment de votre choix, dans une certaine mesure, pour taper dans la fourmilière, vu que c'est une carte parmi 9, plutôt que
d'attendre que le problème vous tombe dessus quand ça vous arrange pas. Par exemple, tous les scénarios avec je sais plus comment ça s'appelle, l'acolyte, le cultiste qu'on doit générer dans un lieu vide, il est généré dans un lieu vide, il est une fatalité sur lui, donc il faut une action pour aller le chercher, une action pour le combattre, une action pour revenir, on perd un tour pour le gérer. Tapez dans la fourmilière ou en chasse, vous dites « je sais qu'il est dans le deck de rencontre, je veux pas qu'il me tombe dessus au mauvais moment, je m'en débarrasse maintenant quand c'est facile de le gérer. » Voilà. Toujours sur ces gardes, le classique, et donc les 7 compétences. Et si on regarde rapidement, les cartes de faction, on s'en fout, le coût des cartes, j'ai dit, c'est pas cher. Les icônes, beaucoup d'icônes de force, mais encore plus d'icônes d'intelligence. Alors, sachant que, on a des icônes d'intelligence, mais sur des cartes qu'on va probablement vouloir utiliser pour leur effet principal. Et voilà, 5 alliés, on peut en avoir 2 à la fois en jeu, mais on a demandé un service pour les cycler. Une carte qui occupe les 2 mains, donc pas de problème avec ça. Et 2 cartes qui occupent un emplacement d'accessoires, mais on a le chasseur de reliques. Donc on va passer maintenant au deck qui commence la campagne à 3 XP. En rappel, 3 XP parce qu'on a dans le vif du sujet. Et d'ailleurs, dans le vif du sujet, quand je le mets dans le deck, vu que Mark Harrigan est fragile en santé mentale, je lui mets 2 traumas physiques. Alors, ça veut dire qu'il commence la partie avec 2 dégâts et qu'il ne pourra utiliser la capacité de Sophie que 2 fois avant d'avoir besoin de se soigner, mais il y a le miroir sacré. Voilà, alors, deck de niveau 3, deck à 3 XP, ça sera vite fait. La Thompson 45, voilà, arme à 2 mains, qui utilise des munitions, plus 2 en force et plus 1 dégât par attaque. Ça veut dire qu'à partir du moment où vous avez un allié qui vous booste, vous attaquez avec 8 en force pour faire les dégâts 2 par 2. Vous rechargez avec l'aventurier. Et qu'est-ce qu'il y a d'autre à mentionner ? 2 copies de planques pour payer les cartes. Et voilà. Voilà, c'est fini pour le deck à 3 XP. Donc, une seule copie de la Thompson 45, parce que en plus de ça, pour le combat, Mark Harrigan il peut taper à main nue. En cas de gros besoin, il sacrifie un flic en patrouille pour infliger un dégât. Il a le coup vicieux pour infliger les dégâts 2 par 2 en tapant sans arme. Il a effort de guerre pour déplacer des dégâts. Il a maîtrise. Il a l'explosion de dynamite. L'explosion de dynamite, c'est pas très réjouissant, mais si vraiment c'est très important, vous la jouez dans votre lieu. Vous la jouez, l'ennemi vous fait une attaque d'opportunité, mettons qu'il vous fait 2 dégâts. Ok. L'explosion de dynamite vous fait 3 dégâts, vous êtes pris 5 dégâts, mais si ça tue l'ennemi de fin de scénario, c'est pas gênant. Je pense par exemple à... premier scénario du cercle brisé, Annette Mason, de mémoire, elle a 4 points de vie par investigateur. Donc là, Mark Harrigan, il fait avancer le deck acte, elle est générée dans le lieu. Première action, explosion de dynamite, elle se prend 3 dégâts. Deuxième action, il entre dans le lieu. Troisième action, il l'attaque. S'il réussit, elle est vaincue, fin du scénario. S'il se rate, alors, je crois qu'elle riposte, je suis plus sûr. Et il finit par, comme il n'a plus d'action, il sacrifie un flic en patrouille, il lui inflige un dégât, elle est vaincue. Mais même si même un scénario de ce type-là, mais où l'ennemi est généré dans le lieu, un ennemi à 4 points de vie qui est généré dans votre lieu et qui fait 2 dégâts, explosion de dynamite, vous prenez un total de 5 dégâts. Potentiellement, ça vous fait retourner la carte Sophie et donc vous perdez 1 à chacune de vos valeurs de compétences, vous en foutez. Vous sacrifiez le flic en patrouille, l'ennemi est mort, vous êtes peut-être plus qu'à un seul point de vie, mais vous avez gagné le scénario. Voilà. Alors la carte à XP, c'est en chasse. Pourquoi ? J'ai dit tout le bien que je pensais de en chasse, et ça a aussi un intérêt, je trouve, de mettre cette carte dès le début de la campagne,
c'est que vous allez pouvoir chasser les ennemis à XP. J'avais mentionné dans d'autres vidéos que j'ai rejoué Dunwich à plusieurs reprises récemment, et ça m'a rappelé que dans Dunwich, il y a pas mal d'ennemis à XP. Donc une part importante de l'XP qu'on peut gagner dans la campagne, on la gagne si on a la chance de piocher les ennemis. Et en mettant en chasse de niveau 3, premier scénario, vous jouez en chasse, et si vous êtes assez bien installé, vous allez chercher l'ennemi qui a victoire 1. Et donc vous avez un point d'XP en plus par rapport à si vous n'aviez pas joué en chasse. Pareil pour le deuxième scénario, pareil pour le troisième scénario, et ça va vous aider point par point à monter jusqu'à accumuler les 35 points d'XP que vous voulez pour avoir le deck que je vous ai montré plus tôt. Et tout le reste, ce sont des cartes qu'on a déjà mentionnées. Et donc, le gain d'XP, l'ordre d'amélioration des cartes. Moi, je commence toujours par remplacer une copie de planque par toujours sur ses gardes. On l'a vu, le deck a un tiers de soutien. Alors, on ne peut pas les avoir tous en jeu, mais... comment formuler ça ? C'est... Alors déjà, oui, toujours sur ses gardes, ça fait du gain d'action, ça fait du gain de ressources, mais ça permet aussi de commencer mieux, ce qui est très important en solo. En solo, on ne veut pas s'attarder. La possibilité de finir son premier tour avec son arme et Grete Wagner, c'est-à-dire qu'on peut combattre, ça veut dire qu'on a un allié pour encaisser, et ça veut dire qu'on a une solution d'indice. Si on a l'arme et le miroir sacré, ça fait 6 et 8, 6 et 8, donc un total de 6, voilà, donc il faudrait prendre une ressource, mais si on a l'arme et le miroir sacré, c'est-à-dire que première action, on prend une ressource, on en a maintenant 6, deuxième action, on joue prendre l'initiative, on met la Thompson pour 5 en jeu, on met le miroir sacré pour 1 en jeu, on n'a plus de ressources, dernière action, on joue mélodie apaisante, on se soigne des 2 dégâts causés par les 2 traumas dans le vif du sujet. Voilà. Et donc, première phase du mythe, on peut combattre. Et on peut largement se blesser pour être plus efficace dans ces tests sur les cartes traîtrises, vu qu'on est pleinement soigné. Deuxième amélioration, on rajoute s'en tenir au plan dans le deck. S'en tenir au plan, c'est la certitude d'avoir, quand on le souhaite, toujours sur ses gardes, se préparer au pire et explosion de dynamite. Parce que quand on est arrivé là, mettons qu'au premier scénario vous gagnez moins de 7 XP, ok, dans votre deck vous avez une copie toujours sur ses gardes, mais il faut la piocher. Une fois que vous êtes arrivé là, toujours sur ses gardes, oui, vous l'avez, c'est une certitude. Bon. Ensuite, rapidement, on prend l'arme avec laquelle on veut finir la campagne, parce que la Thompson, elle fait les dégâts 2 par 2, le fusil de chasse, alors si on n'a pas de chance, on fait qu'un dégât, si on réussit que de 1, mais si on a de la chance, on peut, en un tir, on tue Annette Mason, en un tir, on tue, je crois, je sais plus comment s'appelle, la bête invoquée, bon, ça peut être extrêmement puissant. Le kit d'entretien, le remplacement du deuxième exemplaire de planque par kit d'entretien de niveau 3, ça c'est pour la fiabilisation du fusil de chasse. Le fusil de chasse, entre guillemets, nu, il vous fait combattre à force plus 3. Fusil de chasse plus kit d'entretien de niveau 3, ça vous dit combattez avec plus 5 en force. Voilà. C'est un plus gros bonus que le lance-flamme. Bon. Chasseur de reliques, parce que maintenant qu'on a le kit d'entretien dans son deck, il faut pouvoir le mettre en jeu et le garder en jeu toute la partie. On améliore les flics en patrouille, parce que les munitions du fusil de chasse, elles sont rares, donc elles sont chères, donc quand on a un seul dégât à faire, on tire pas au fusil de chasse. Quand on a le flic en patrouille de niveau 0, et qu'on veut faire un seul dégât, on doit sacrifier son allié. Avec celui de niveau 2, à 2 reprises, on peut faire un petit dégât sans perdre son allié.
Et quand il lui reste plus qu'un point de vie au flic en patrouille, là on va y réfléchir à est-ce qu'on est prêt à le sacrifier ou pas. Charisme, le flic en patrouille, on veut le maintenir en jeu pour faire les petits pings de dégâts. Donc il faut un charisme. Maintenant qu'on a sa super arme, on a le kit d'entretien pour que l'arme soit encore plus super, on a les 2 flics en patrouille pour faire des petits pings sur les ennemis assez faibles, donc on peut se contenter du fusil de chasse. Donc voilà, on retire le dernier exemplaire de la Thompson, et maintenant qu'on est bien équipé pour le combat, on va encore plus aller chercher les ennemis. On introduit versatile, et les 5 cartes qu'on rajoute, c'est... Attendez, j'ai un petit doute. Ah oui, j'avais pas remarqué ça. Dans ce deck-là, c'est rare pour moi, mais en début de campagne, on n'a pas de copie de demander un service pour remplacer un allié par un autre. J'avais pas percuté. Donc les 5 cartes qu'on rajoute, 2 fois gloire pour piocher et ne pas être gêné par les plus 5 cartes dans le deck, 2 fois demander un service pour obtenir encore plus de ses alliés, une fois enfoncer la porte, je vous ai dit tout le bien que je pense de cette carte, en un seul exemplaire par contre. On améliore les 2 preuves parce que preuve niveau 0 c'est déjà bien, mais preuve niveau 1 c'est encore mieux. Surtout si vous êtes en fin de campagne et qu'il y a plein d'ennemis à beaucoup de points de vie. Et en dernier, Grete Wagner de niveau 3, parce que, comme je le mentionnais tout à l'heure, en solo c'est quand même vraiment très bon. Mais c'est pas indispensable. Si vous ne pouvez pas améliorer Grete Wagner de niveau 0, si vous ne pouvez pas l'améliorer du niveau 0 au niveau 3, vous pouvez pas vous dire je quitte mon lieu et je laisse l'indice derrière moi et je le prendrai à partir du lieu connexe. Vous faites moins de déplacements, voilà, je sais pas que dire, ou éventuellement vous dites comme je suis moins mobile, je vais peut-être éviter d'aller dans les lieux non nécessaires, je vais peut-être pas chercher à vider tous les lieux de leurs indices, je vais être plus stratégique. Voilà. Et voilà. Je crois que c'est tout ce que j'ai à dire. Hein. Donc voilà la vidéo. Voilà l'intégralité de la vidéo sur ce deck. Alors, est-ce que vous verrez une partie filmée avec ce deck? Il y a tellement de trucs à filmer, je vous promets rien. Voilà. Donc, comme je l'ai mentionné dans une vidéo précédente, cette vidéo je l'ai enregistrée maintenant, comme ça fera un petit peu de bouche-trou pour compenser le fait que j'ai pris du retard sur mes enregistrements de vidéos. Et donc, j'ai pris du retard sur la préparation des vidéos. Donc, je vais diffuser des vidéos qui ont déjà été préparées pour me simplifier la tâche. Bref. En tout cas, moi je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, de bonnes parties, et je vous dis à la prochaine. Au revoir.